Le graphique que nous observons représente l'élongation en fonction du temps pour un objet en mouvement harmonique. L'ordonnée est exprimée en centimètres, tandis que l'abscisse est exprimée en secondes. On nous demande de déterminer l'équation du mouvement. Nous savons que l'équation d'un objet en mouvement harmonique est donnée par l'expression y de t est égale à a fois sinus de la pulsation fois le temps plus la phase initiale. En observant ce graphique, nous ne pouvons pas trouver la pulsation, mais nous pouvons trouver la période. Nous allons donc utiliser l'équation y de t est égale à a fois sinus de 2π sur la période fois le temps plus la phase initiale. Commençons par déterminer l'amplitude de notre mouvement. Nous savons que l'amplitude correspond à l'élongation maximale. Nous allons donc rechercher quel est le point le plus haut sur le graphique. Nous remarquons que l'amplitude se trouve ici et elle vaut 2 cm. Le graphique est bien symétrique, le point le plus haut correspond donc à l'amplitude. Notre équation va donc s'écrire sous la forme suivante. Y de t est égal à amplitude 2 cm, soit 0,02 m, multiplié par le sinus de 2π sur la période. Nous allons donc maintenant rechercher la période. La période, c'est le temps nécessaire pour un point pour revenir en élongation. Donc c'est le temps qui sépare deux élongations de même valeur et de même type de mouvement. Pour déterminer la période de notre mouvement, nous allons regarder à l'instant y égale 0. Nous remarquons que nous sommes sur moins l'amplitude, donc ici nous avons l'élongation moins 2 cm. La prochaine fois que l'objet repasse par l'élongation de moins 2 cm est située ici. Donc notre période, c'est ceci. On constate que ce point correspond à l'instant t égale 0,5 secondes. Notre période vaut donc 0,5. Nous allons compléter notre équation, 2π divisé par 0,5 fois le temps, plus la phase initiale. Nous allons maintenant rechercher la phase initiale. Nous savons que la phase initiale d'un objet, c'est toujours à l'instant t égale 0. Donc y à l'instant 0 est égal à a fois sinus de 2π sur la période multiplié par 0 plus la phase initiale. En somme, y à l'instant 0 est égal à l'amplitude fois sinus de la phase initiale. Nous savons que l'élongation à l'instant 0, c'est moins l'amplitude. Notre équation devient donc moins l'amplitude est égale à a fois sinus de la phase initiale. Il en ressort que le sinus de la phase initiale est égal à moins 1. Pour quelle valeur d'angle le sinus vaut moins 1 ? Nous savons que dans le cercle trigonométrique, lorsque l'angle vaut 3π demi, le sinus vaut moins 1. Notre phase initiale est donc égale à 3π demi radians. Nous avons maintenant trouvé la valeur de la phase initiale de notre mouvement. Nous pouvons réécrire notre équation sous la forme y de t est égale à 0,02 fois sinus de 4π t plus 3π demi. Le graphique que nous observons représente l'élongation en fonction du temps pour un objet en mouvement harmonique. L'ordonnée est exprimée en centimètres et l'abscisse est exprimée en secondes. On nous demande de déterminer l'équation de l'accélération. Nous savons que l'équation de l'accélération est la dérivée seconde de l'équation de la position en fonction du temps. Nous allons donc commencer par déterminer cette dernière. Nous savons que l'équation de la position en fonction du temps pour un objet en mouvement harmonique est donnée par l'expression y de t est égale à a fois sinus de 2π sur la période fois le temps plus la phase initiale.
En observant le graphique, nous constatons qu'il est symétrique. Ce point est important pour pouvoir déterminer l'amplitude. L'amplitude étant l'élongation maximale, donc le point le plus haut atteint par l'objet en mouvement harmonique. En observant le maximum sur le graphique, nous remarquons que l'amplitude vaut 2 cm. Notre équation va donc s'écrire y de t est égal à 0,02 fois sinus de 2π sur la période. La période, c'est le temps qu'il faut à l'objet pour revenir à la même valeur d'élongation. Commençons par étudier l'objet à l'instant t0. Nous remarquons que son élongation vaut -1. Nous allons donc rechercher à quel instant nous allons revenir sur la même valeur d'élongation, -1. Nous constatons que c'est à l'instant t égale 4. Nous allons exclure cet instant-ci, car nous remarquons que là, l'objet vient d'une y égale 0 pour aller vers moins l'amplitude. Le point ici, même si l'élongation vaut également -1, nous partons de moins l'amplitude pour aller vers y égale 0. Nous devons donc l'exclure. Ce point-ci, nous venons bien de y égale 0 et allons vers moins l'amplitude, comme notre point de départ. Donc, notre période vaut 4 secondes. Nous allons maintenant déterminer la phase initiale de l'objet. Nous savons que la phase initiale se détermine à l'instant t égale 0. Donc ici, y à l'instant t égale 0, c'est égal à l'amplitude, à savoir 0,02, fois le sinus de pi demi fois 0 plus la phase initiale. À l'instant t égale 0, y vaut -1, donc moins 0,01 est égal à 0,02 fois sinus de la phase initiale. Nous avons donc moins 0,01 sur 0,02 est égal à sinus de la phase initiale. La phase initiale est donc égale à l'arc sinus de moins 0,01 sur 0,02. Et notre calculette nous donne comme réponse moins pi sur 6 radians. Avant de noter cette réponse dans l'équation, il faut d'abord réfléchir sur sa pertinence. Si on représente le cercle trigonométrique, cet angle se trouve dans le 4e quadrant. Donc, moins pi sur 6 radians est situé ici. Nous savons qu'une valeur de sinus peut être obtenue par 2 angles différents. Si nous sommes dans le 4e quadrant, nous pouvons également trouver dans le 3e quadrant un angle qui va nous donner exactement la même valeur de sinus. Nous devons réfléchir lequel des deux nous allons conserver. Alors, pour ce faire, nous allons observer notre équation et notre graphique. Nous constatons que le mouvement de l'objet est le suivant. Il vient, ou potentiellement il vient de y égale 0 et se dirige vers moins l'amplitude. Donc, il vient de 0 et va vers un maximum négatif. Cette caractéristique ne se retrouve pas dans le 4e quadrant du cercle trigonométrique, puisque nous venons de moins 1 et que nous nous dirigeons vers 0. Par contre, venir de 0 et se diriger vers moins le maximum, c'est une caractéristique que nous retrouvons dans le 3e quadrant. Nous venons bien de 0 et nous nous dirigeons vers moins 1. Nous allons donc exclure la réponse moins pi sur 6 et conserver la réponse de l'angle se trouvant dans le 3e quadrant. Cet angle peut être obtenu en faisant pi
moins la valeur donnée par la calculette, donc ici moins pi sur 6. Ça veut dire que notre phase initiale est donc égale à pi moins la phase initiale donnée par la calculette, ce qui correspond à 7pi sur 6. Nous venons de trouver la phase initiale de notre mouvement, 7pi sur 6 radians. L'exercice consiste à déterminer l'équation de l'accélération. Nous savons que l'équation de l'accélération, c'est égal à la dérivée seconde de l'équation de la position par rapport au temps. Donc, nous allons pouvoir déterminer notre équation de l'accélération en dérivant 2 fois l'équation de la position. Et nous trouvons comme équation moins pi demi au carré multiplié par 0,02 fois sinus de pi demi t plus 7pi sur 6. On nous demande maintenant de déterminer avec précision le premier instant du mouvement où la vitesse vaut la vitesse maximale. Nous savons que nous sommes sur la vitesse maximale lorsque y égale 0. Donc, notre équation du mouvement, y de t, est égale à 0,02 fois sinus de pi demi fois le temps plus 7pi sur 6 doit valoir 0. Nous recherchons le premier instant t pour lequel y sera égal à 0. Donc 0 est égal à 0,02 fois le sinus de pi demi t plus 7pi sur 6. L'arc sinus de 0 va donc nous donner la phase à laquelle t vaut 0. Et cette phase vaut 0. Donc, nous savons que pi demi t plus 7pi sur 6 doit être égal à 0. En résolvant cette équation, nous trouvons que t est égal à moins 2,33 secondes. Ce temps est un temps négatif. À cet instant-là, le mouvement n'a pas encore commencé. Nous savons que nous sommes sur un mouvement périodique, donc le point que nous avons déterminé se trouve à gauche de notre axe Y, donc il se trouve quelque part par ici. Mais nous savons que nous allons repasser par y égale 0 une période plus tard. Nous avons déjà déterminé la période, elle est de 4 secondes. Donc l'instant que nous recherchons, le temps recherché est donc égal au temps trouvé plus une période. L'instant recherché est donc égal à moins 2,33 plus la période qui vaut 4. Et nous trouvons comme instant 1,66 secondes. À l'instant t0, l'élongation d'un point décrivant un mouvement harmonique est de 3 cm. Si la course du point est de 10 cm et que sa fréquence est de 4 Hz, détermine l'équation du mouvement lorsque le point à l'instant t0 se déplace vers plus l'amplitude et l'élongation du mouvement lorsqu'à l'instant t0, l'équation du mouvement lorsqu'à l'instant t0 le point se déplace vers moins l'amplitude. Nous savons que y à l'instant 0 est de 3 cm, soit 0,03 m. La course est la distance parcourue entre le point le plus bas et le point le plus haut. C'est donc 2 amplitudes. Si 2 amplitudes est égale à 10 cm, une amplitude est égale à 5 cm, donc l'amplitude vaut 0,05 m. Enfin, on nous donne la fréquence qui est de 4 Hz. La période étant égale à 1 sur la fréquence, il nous est possible de déterminer la période comme valant 0,25 secondes.
Nous savons que l'équation générale d'un objet en mouvement harmonique est donnée par y de t est égal à l'amplitude fois le sinus d'oméga t plus phi 0. Donc, nous savons que y de t est égal à 0,05 fois le sinus de 2π sur la période, donc 2π divisé par 0,25, ça nous fait 8π t, plus la phase initiale. Cette dernière, nous devons encore la déterminer. On détermine toujours la phase initiale à l'instant t égale 0. Donc y à l'instant t égale 0 est égal à 0,05 fois sinus de 8π fois 0 plus la phase initiale. Y à l'instant 0, nous savons que c'est égal à 0,03. Et c'est égal à 0,05 fois sinus de phi 0. Donc l'arc sinus de 0,03 sur 0,05 nous donnera notre phase initiale. Notre calculette nous donne comme réponse 0,64 radians. Cela dit, nous savons que une valeur de sinus a toujours deux angles possibles. 0,64 radians est un angle situé dans le premier quadrant. Nous pouvons également avoir la valeur du sinus qui sera donnée par un angle situé dans le second quadrant. Nous trouvons la valeur de cet angle en faisant pi moins alpha et nous trouvons donc pi moins 0,64 radians, ce qui nous fait approximativement 2,5 radians. À partir de là, nous avons deux équations possibles pour décrire le mouvement. Y de t est égal à 0,05 fois sinus de 8πt plus 0,64 et y de t est égal à 0,05 fois sinus de 8πt plus 2,5. Nous allons maintenant nous pencher sur l'étude de la dernière condition, à savoir le mouvement du point à l'instant t égale 0, pour pouvoir déterminer laquelle des deux équations est la bonne. Dans le A, on nous dit que le point se déplace vers son amplitude. Utilisons le cercle trigonométrique pour déterminer ce mouvement. Quand nous sommes dans le premier quadrant, nous venons d'un angle qui vaut 0. Donc le sinus vaut 0 et nous allons vers la valeur maximale du sinus, donc vers l'amplitude. Ça signifie que notre première équation, ayant une phase initiale située dans le premier quadrant, correspond à l'équation d'un mouvement d'un objet en mouvement harmonique, venant de l'élongation y égale 0 et se déplaçant vers son amplitude. La première équation est donc la réponse de l'énoncé A. Le B, on nous informe que le point se déplace vers moins l'amplitude. Donc ici, si le point se déplace vers moins l'amplitude, forcément nous avons passé l'amplitude et nous allons dans ce sens. On va donc avoir comme solution possible l'équation B. Dans cet exercice, on nous demande de représenter le graphique V de t du mouvement harmonique dont l'équation est donnée par l'expression y de t est égale à 0,02 fois sinus de πt. La première chose que nous allons faire est d'essayer de simplifier cette équation pour pouvoir la représenter plus facilement. Donc, à la place de travailler dans les unités du système international, nous allons travailler en centimètres. L'équation exprimée en centimètres devient donc y de t est égal à 2 cm fois sinus de πt. Ensuite, nous savons que l'équation v de t est donnée par la dérivée première de l'équation y de t. Nous obtenons donc 2π fois cosinus de πt. Et c'est cette dernière expression que nous allons devoir représenter graphiquement. La valeur maximale d'un cosinus étant de 1,
La valeur maximale qui sera représentée sur les abscisses est donc égale à 2π. Nous allons maintenant devoir déterminer la périodicité de notre fonction trigonométrique. Nous savons que πt est égal à 2π sur la période multiplié par le temps. Nous trouvons donc que la période est égale à 2 secondes. Pour finir, nous allons nous intéresser au point de départ de la fonction que nous allons devoir représenter. Donc, quelle sera la valeur des ordonnées à l'instant t égale 0 ? Nous remarquons ici que nous n'avons pas de phase initiale. Donc, à l'instant t égale 0, nous avons le cosinus de 0. Le cosinus de 0 valant 1, à l'instant t égale 0, nous allons donc être sur la valeur en ordonnée de 2π. Le graphique que nous devons donc représenter ressemble au graphique suivant. Deux systèmes masse-ressort A et B sont mis en mouvement simultanément avec des amplitudes identiques. Dans le système B, la constante de rappel est 2 fois plus grande et la période d'oscillation observée vaut 75% de la période du système A. On nous demande de déterminer le rapport des masses MA sur MB. Donc ici, nous savons que KB est égal à 2 fois KA et que TB est égal à 0,75 fois TA. Donc TB est égal à 2π fois racine de MB sur KB et TA est égal à 2π fois racine de MA sur KA. On nous demande de déterminer un rapport de MB sur MA ou de MA sur MB. Donc, nous allons faire le rapport de ces deux expressions. Nous obtenons donc TB sur TA est égal à 2π fois racine de MB sur KB divisé par 2π fois racine de MA sur KA. Les 2π se simplifient. Nous allons maintenant utiliser toutes les relations que nous avons. TB, nous savons que c'est 0,75 fois TA. Donc 0,75 fois TA sur TA est égal à la racine carrée de MB sur KB. Et KB, nous savons que c'est 2 fois KA. Divisé par la racine carrée de MA sur KA. Ici, nous pouvons simplifier les TA et les KA. Il nous reste donc que 0,75 au carré est égal à MB sur 2MA. Nous avons donc 2 fois 0,75 au carré est égal au rapport de MB sur MA. Et ce dernier vaut donc 1,125. Nous pouvons donc dire que MB est égal à 1,125 MA. Un ressort d'une constante de 100 N par mètre est disposé horizontalement, à une extrémité fixe et une extrémité libre. Un wagonnet de 0,5 kg vient percuter l'extrémité libre du ressort avec une vitesse de 1 mètre par seconde. On nous demande de déterminer la déformation maximale du ressort ainsi que la durée de contact entre le wagonnet et le ressort. Donc ici, notre chariot se déplace vers le ressort, le percute, et il va y avoir une compression. Donc lorsque le wagonnet rentre en contact avec le ressort, nous avons un système bloc-ressort, et donc cette position-ci correspond à l'élongation nulle. Donc ici nous sommes sur y égale 0.
Ça signifie que lorsque le ressort est complètement comprimé par le wagonnet, nous sommes sur y égale l'amplitude. La déformation maximale du ressort correspond donc à l'amplitude du mouvement harmonique décrit par le système wagonnet-ressort. Alors, notre wagonnet se déplace à la vitesse de 1 mètre par seconde. Il possède donc une énergie cinétique. L'énergie cinétique de notre wagonnet est donnée par la relation mv carré divisé par 2. C'est égal à 0,5 fois 1 au carré sur 2, ce qui fait 0,25 joules. C'est l'énergie que possède le système. Ça veut dire que lorsque le ressort est complètement déformé, toute l'énergie cinétique de notre wagonnet est devenue l'énergie potentielle de notre ressort. Et donc l'énergie potentielle du ressort vaut donc également 0,25 joules. À partir de là, comme nous savons que l'énergie potentielle est égale à 1/2 fois k fois la déformation au carré, donc ici l'amplitude au carré, nous allons pouvoir déterminer notre amplitude. L'énergie cinétique du wagonnet est égale à l'énergie potentielle du ressort lorsqu'il est complètement comprimé, donc lorsque la vitesse du wagonnet ou du mouvement harmonique est nulle. Et c'est égal à 1/2 fois k fois l'amplitude au carré. Donc 0,25 est égal à 1/2 fois 100 fois l'amplitude au carré. L'amplitude est donc égale à la racine carrée de 0,25 fois 2 divisé par 100. Et nous trouvons comme amplitude pour notre mouvement 0,07 mètres, soit à peu près 7 cm. On nous demande maintenant de déterminer le temps de contact. Donc, lorsque le wagonnet rentre en contact avec le ressort, nous sommes sur y égale 0. Nous allons aller jusqu'à l'amplitude. Donc, lorsqu'on passe de la position y égale 0 à l'amplitude, il faut un quart de période. Ensuite, le ressort va reprendre sa forme initiale et passer de l'amplitude à y égale 0. Et ce mouvement va également prendre un quart de période. Comme rien n'attache ou relie le wagonnet au ressort, le wagonnet va ensuite continuer son chemin. Le temps de contact entre le wagonnet et le ressort correspond donc à un quart de période pour passer de 0 à A et à un autre quart de période pour passer de A à 0, soit une demi-période. Pour déterminer le temps de contact, nous allons donc calculer une période et la diviser par 2. La période d'un système bloc-ressort est égale à 2π fois racine de m sur k. Nous trouvons comme période 0,44 secondes. Et le temps de contact est égal à une période divisée par 2, soit 0,22 secondes. On donne qu'un joule d'énergie à un système masse-ressort impliquant une masse de 125 grammes et un ressort dont le K vaut 52,5 Newton par mètre. On nous demande de déterminer la période de notre système. Nous savons que la période d'un système bloc-ressort est donnée par la relation la période est égale à 2π fois la racine carrée de la masse divisée par la constante de rigidité du ressort. Ici, nous connaissons la valeur de notre masse ainsi que la valeur de K. Nous allons donc pouvoir venir déterminer notre période qui est égale à 2π fois la racine carrée de 0,125 divisé par 52,5 et nous trouvons comme période 0,306 secondes. On nous demande ensuite de déterminer l'amplitude des oscillations. Nous savons que l'énergie mécanique est donnée par la relation 1/2 fois m fois oméga carré fois a carré. Nous connaissons la valeur de l'énergie mécanique, de la masse. En revanche, nous ne connaissons pas la valeur de la pulsation. Mais nous savons que la pulsation est égale à la racine carrée de k sur m. Nous connaissons k et nous connaissons m. Nous pouvons donc calculer notre pulsation qui est de 20,49 radians par seconde.
Maintenant que nous avons notre pulsation, nous allons pouvoir compléter les différents termes dans la relation de l'énergie mécanique et venir isoler notre amplitude. Donc, nous trouvons que l'amplitude au carré est égale à 2 fois 15 sur 0,125 multiplié par 20,49 au carré. Et nous trouvons comme valeur 0,57. Donc, en faisant la racine carrée de 0,57, nous allons trouver l'amplitude qui est de 0,756 mètres. Une masse de 170 grammes oscille à l'extrémité d'un ressort dont la constante de rappel est de 2,50 Nm et dont l'amplitude du mouvement est de 0,383 mètres. On démarre un chronomètre au moment où la masse passe par la position centrale de son mouvement. On nous demande de déterminer l'énergie potentielle, l'énergie cinétique ainsi que l'énergie mécanique à l'instant t égale 1 seconde. Comme le chronomètre est démarré au moment où la masse passe par la position centrale de son mouvement, ça nous apprend que la phase initiale de notre mouvement est égale à 0 radians par seconde. Nous pouvons aisément déterminer la pulsation. La pulsation est donnée par la relation racine carrée de k sur m. Comme nous connaissons k et nous connaissons m, nous pouvons trouver que la valeur de la pulsation est de 3,83 radians par seconde. Le plus simple maintenant consiste à déterminer l'énergie mécanique. Nous avons deux relations qui peuvent nous l'apporter. L'énergie mécanique est égale à 1,5 fois m fois oméga carré fois a carré. Nous connaissons toutes ces valeurs, nous pourrions donc l'utiliser. Nous savons également que lorsque la vitesse est nulle, l'énergie potentielle est maximale, et donc l'énergie potentielle lorsque la vitesse est nulle correspond aussi à la valeur de l'énergie mécanique. On peut donc trouver l'énergie mécanique par la relation K fois a carré divisé par 2. Et en utilisant cette relation, nous trouvons comme valeur d'énergie mécanique 0,183 joules. Maintenant que nous connaissons l'énergie mécanique, concentrons-nous à l'étude de l'énergie potentielle. Nous savons que l'énergie potentielle dépend de la position de l'objet. Dans un mouvement harmonique, la position est donnée par la relation y de t est égale à a fois sinus d'oméga t plus phi 0. Nous savons que l'amplitude vaut 0,383 mètres et la pulsation vaut 3,83 radians par seconde. La phase initiale, quant à elle, est nulle. En remplaçant t par la valeur 1 seconde, nous trouvons comme valeur de position moins 0,24 mètres. Maintenant que nous avons la position, nous allons pouvoir déterminer l'énergie potentielle, qui est donnée par la relation K fois Y au carré divisé par 2. Et nous trouvons comme valeur d'énergie potentielle 0,074 joules. Pour finir, l'énergie cinétique peut être obtenue par la relation de l'énergie mécanique. L'énergie mécanique étant égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, l'énergie cinétique est égale à l'énergie mécanique moins l'énergie potentielle. Nous connaissons ces deux valeurs et nous trouvons pour l'énergie cinétique 0,109 joules. Alors, suite à un freinage d'urgence, une voiture a perdu 50 grammes de gomme, c'est-à-dire que le pneu n'est plus parfaitement circulaire, mais il y a un petit morceau qui manque. Donc chaque fois que la voiture roule sur cette partie-là, il y a une légère secousse qui va apparaître au niveau de la roue. Cette roue n'étant plus équilibrée, ça va donner lieu à des vibrations au niveau de la suspension. On nous informe que la masse de la roue et des équipements, donc le ressort et ainsi de suite, est de 150 kg. Si la constante de rejet du ressort est de 600 000 Newton par mètre, on demande à quelle vitesse la voiture risque la roue va rentrer en résonance. Donc, dans ce cas-ci, la première chose à faire, comme un phénomène de résonance apparaît lorsque deux périodes sont similaires ou deux fréquences sont similaires, c'est de calculer la période du système masse-ressort, donc ici roue-amortisseur. Cette période est donnée par la relation 2π fois racine de m sur k. Donc on est à 2π fois la racine de 150 divisé par 600 000. Et on trouve comme période 0,099 secondes. Alors,
Pour pouvoir rentrer en résonance, ça signifie que la roue doit absolument faire un tour en 0,099 secondes. On va donc déterminer la vitesse linéaire de la roue. V, c'est égal à la vitesse angulaire fois le rayon. Et la vitesse angulaire, c'est 2π sur la période. Donc toujours fois le rayon. On est donc à 2π divisé par 0,099 multiplié par le rayon qui est de 30 cm, 0,3 mètres, et on trouve comme vitesse linéaire à peu près 19 mètres par seconde. Un séisme a lieu quelque part. Nous allons appeler ce point S, qui sera l'origine de notre repère. À un certain endroit, X, on va d'abord ressentir les ondes P qui se propagent à 8 km par seconde, et ensuite on va ressentir les ondes S qui se propagent à 5 km par seconde. L'intervalle entre les deux est de 1,8 minutes. Donc la différence de temps entre les ondes P et les ondes S est de 1,8 fois 60, soit 180 secondes. Nous savons que les ondes se propagent en MRU. Donc les ondes P se déplacent à du 8 km par seconde, tandis que les ondes S vont se déplacer à du 5 km par seconde. Et les deux se déplacent en MRU. Nous savons que pour un MRU, delta X est égal à V fois delta T. La distance entre S et X, que ce soit pour les ondes P ou les ondes S, reste la même. Donc, la distance parcourue par les ondes P sera égale à la distance parcourue par les ondes S. La différence réside dans le temps. Le temps que les ondes P vont mettre pour faire SX plus 180 sera égal au temps que les ondes S vont mettre pour faire la distance SX. Delta XP, c'est la vitesse, donc la célérité des ondes P, fois le temps qu'elles mettent pour faire la distance SX, est égal à delta XS, la vitesse de la célérité des ondes S fois le temps qu'elles mettent pour parcourir cette distance. Et nous savons que delta TS est égal à delta TP plus 180. Nous allons donc pouvoir écrire que CP fois delta TP est égal à CS fois delta TP plus 180. Nous connaissons CP, qui est de 8 km par seconde, fois delta TP, est égal à CS 5 km par seconde, multiplié par delta TP plus 180. Donc 8 delta TP est égal à 5 delta TP plus 540. Donc 3 delta TP est égal à 540. On trouve que le temps que mettent les ondes P pour faire la distance SX est égal à 180 secondes. Maintenant que nous connaissons le temps, comme nous connaissons également leur vitesse, nous allons pouvoir déterminer la distance qu'elles ont parcourue. La distance qu'ont parcouru les ondes P, c'est égal à la vitesse des ondes P fois le temps. Donc delta XP est égal à CP 8 fois 180. Et nous trouvons comme distance 1440 km. Ça signifie que la distance entre S et l'endroit étudié est de 1440 km. La vitesse de propagation de l'onde transversale représentée sur le graphique est de 40 cm par seconde vers la droite. Ça signifie que l'onde se déplace dans ce sens, et donc nous allons retrouver notre source sur l'origine de notre repère. On nous demande dans un premier temps de déterminer la fréquence. Nous savons que la relation entre la célérité et la fréquence est donnée par la célérité est égale à la longueur d'onde fois la fréquence. Comme nous recherchons la fréquence, nous avons la célérité sur la longueur d'onde. Nous devons donc trouver la longueur d'onde et nous allons pouvoir y parvenir en étudiant notre graphique. La longueur d'onde est la distance qui sépare deux points sur les cordes pour que ces points soient en phase, donc qu'ils aient la même élongation au même instant et le même type de mouvement. Nous pouvons mesurer cette distance et elle vaut 4 cm. Donc maintenant nous connaissons notre longueur d'onde. Lambda est égal à
4 cm, soit 0,04 m. Notre fréquence est donc égale à la vitesse, la célérité, 0,4 sur 0,04, et nous trouvons comme fréquence 10 Hz. On nous demande ensuite de déterminer la différence de phase entre des points distants de 2,5 cm sur la corde. Nous savons que la différence de phase sur 2π est égale à la distance séparant deux points divisée par la longueur d'onde. Donc ici, la différence de phase est égale à la distance qui sépare les deux points multipliée par 2π divisé par notre longueur d'onde. La distance entre deux points est de 2,5 cm, soit 2,5 fois 10 moins 2 mètres, multiplié par 2π, divisé par la longueur d'onde qui est de 0,04 mètres. Et nous trouvons comme différence de phase 3,92 radians. Le système illustré suivant est composé d'une masse de 2 kg, d'une corde mesurant 1,6 m de long, pour une masse de 20 g, soit 20 fois 10 exposant moins 3 kg. On nous demande de déterminer la vitesse de propagation de l'onde dans cette corde. La vitesse de propagation de l'onde est donnée par la relation racine carrée de la tension dans la corde, donc la force qui tend la corde, sur la masse unique. Nous allons pouvoir calculer cette dernière en faisant la masse de la corde divisée par sa longueur, et nous trouvons comme valeur 0,0125 kg par mètre. Penchons-nous maintenant sur la force qui tend la corde. Nous constatons ici une poulie fixe. La poulie fixe permet de modifier la direction d'une force, mais pas son intensité. Ça signifie que la corde est tendue grâce au poids de notre masse. Donc, le poids de la masse est donné par la relation masse fois gravité, et nous avons un poids de 20 newtons. Ça signifie que la corde est tendue grâce à une force de 20 newtons. La célérité des ondes dans la corde est donc donnée par la racine carrée de 20 sur 0,0125, et nous trouvons comme valeur 40 mètres par seconde. À l'instant t0, on commence à agiter l'extrémité d'une corde tendue. Ça signifie qu'à l'instant t0, l'élongation de la source vaut 0. Le mouvement de la source est donné par la relation y de la source à l'instant t est égal à 0,04 fois sinus de 5πt. Dans l'exercice, les amplitudes et élongations ont été exprimées en centimètres. Il faut les convertir en mètres pour pouvoir résoudre la suite de l'exercice. On nous demande de déterminer l'amplitude de l'onde. L'amplitude de l'onde va être donnée par l'amplitude de la source, qui vaut 0,04 mètres. Ensuite, on nous demande de déterminer la fréquence à laquelle les points de la corde vibrent. Donc, l'équation de la source nous permet d'avoir la période de la source, donc la période de l'onde. Une fois que nous avons la période, nous pouvons trouver la fréquence. Nous savons que 5πt est égal à 2πt sur la période. Donc, la période est égale à 2/5 de seconde. La fréquence étant l'inverse de la période, nous trouvons que cette dernière vaut 5/2, soit 2,5 Hz. On nous demande après de déterminer la célérité de l'onde. Nous savons qu'après 2 secondes, un point P situé à 8 mètres de la source commence à vibrer. Les ondes se propagent en MRU. Donc, la formule du MRU dit que la distance parcourue est égale à la vitesse fois le temps. Ici, nous savons que le point P est situé à 8 mètres de la source, donc delta X est égal à 8 mètres, et que ce point commence à vibrer après 2 secondes. Donc, pour déterminer la célérité de l'onde, nous n'avons qu'à faire delta X divisé par delta T, et nous trouvons comme valeur 4 mètres par seconde. On nous demande ensuite de déterminer la longueur d'onde.
Nous savons que la célérité, c'est également la longueur d'onde fois la fréquence. Nous connaissons la célérité et la fréquence. Nous allons donc pouvoir déterminer la longueur d'onde qui est égale à la célérité sur la fréquence, soit 4 divisé par 2,5, et nous trouvons comme longueur d'onde 1,6 m. L'équation du mouvement du point P est le même que l'équation du mouvement de la source avec un décalage temporel. Son équation sera donc le même que celui de la source. On nous demande ensuite de déterminer le déphasage entre les mouvements de S et de P. Nous savons que la différence de phase divisée par 2π est égale à la distance séparant les deux points divisée par la longueur d'onde. La différence de phase est donc égale à x fois 2π sur lambda, et nous trouvons comme réponse 10π. 10π étant un multiple de 2π, nous savons que la source et le point P sont en phase, et donc il n'y a pas de différence de phase entre ces deux points. Pour finir, on nous demande de déterminer la distance entre la source et le point le plus proche qui vibre en quadrature par rapport à elle. Être en quadrature, ça signifie avoir un déphasage de π². Donc la différence de phase est égale, la différence de phase sur 2π est égale à la distance qui sépare les deux points divisée par la longueur d'onde. Être en quadrature signifie avoir une différence de phase de π². Donc π² divisé par 2π est égal à la distance qui sépare les deux points sur la longueur d'onde, soit 1,6. Nous avons donc 1 quart est égal à x sur 1,6. X est donc égal à 1,6 sur 4, ce qui fait 0,4 mètres. Pour bien préparer l'examen, n'oublie pas de refaire également les exercices du cours et des interrogations. Le jour de l'examen, vérifie que tes calculs étaient bien en radians. Lis bien toutes les questions. Commence par répondre à celles dont tu es certain. Et surtout, aborde l'examen avec calme et sérénité.